Ça va être un peu difficile de parler après une telle éloquence. Je vais essayer de m'inspirer de ce discours qui vient d'être prononcé et qui est très très captivant et très instructif aussi. Alors, mon intervention va aller directement sur les défis que, en tant que jeune, on peut dire nous attendent. Je me place parmi les jeunes, même si je ne suis plus encore très très jeune. Mais il est important aujourd'hui de faire un peu le bilan et de se dire quelles sont les difficultés que nous serons amenés à solutionner. Et je vais axer mon intervention sur le plan de la culture, de l'économie, de la politique, et également je finirai par la justice, qui pour moi fait partie des défis les plus importants dans notre région des Grands Lacs, et en particulier au Rwanda. Et donc au niveau de la culture, pour nous c'est une culture rwandaise très très riche, mais aussi affaiblie au cours du temps à travers les difficultés que nous avons connues. Nous avons pu observer une destruction familiale de par les assassinats qu'on a connus, de par le non-respect de tout ce qui était tabou, qui sont devenus finalement des choses banalisées, et qu'aujourd'hui, aussi bien au niveau des parents que des jeunes, ne symbolisent plus ce qu'ils étaient avant. On peut parler du respect des aînés, un respect qui parfois peut être aussi handicapant si on le prend dans un mauvais sens, parce que je peux donner l'exemple du droit à l'expression des enfants face à leurs aînés. C'est quelque chose qui peut être handicapant lorsque un enfant ne peut pas parler aux plus âgés, leur dire son désaccord par rapport à une décision qui vient d'être prise. Ça peut être lui privé d'une certaine liberté. Une sortie, c'est quelque chose de simple, mais aussi ça peut aller plus loin. Mais l'impact de son manque d'expression, de droit à l'expression, se répercute également dans tout le peuple au fur et à mesure que l'on grandit, et on se dit on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de poser la question dans un amphithéâtre devant un professeur, parce qu'il représente une autorité. Et cela est quelque chose qui peut être... je n'ai pas fait d'études là-dessus pour savoir quel pourcentage de personnes qui pensent comme moi, mais je pense qu'à travers mon cursus universitaire, j'ai rencontré pas mal de ce genre de problèmes et pas mal d'amis rwandais qui avaient ce même problème, qui n'osaient pas aller poser des questions aux assistants qui étaient là pour ça, ou du moins quand ils les posaient, ils se contentaient d'une demi-mesure, je dirais, dans les réponses qu'ils recevaient. Une autre dimension handicapante de cette culture, c'est une certaine surprotection, je vais appeler ça comme ça, des parents par rapport aux jeunes. Je ne suis pas le seul, je pense, souvent dans les discussions avec les jeunes, on s'en rend compte, les parents nous ont surprotégés des difficultés de la vie, nous ont fait croire à l'existence d'une paradis sur terre, je dirais, et pourtant, très très rapidement, avec les problèmes qu'a connu notre pays, notre région, on s'est rendu compte que finalement, la vie était très très difficile, et ça a été d'autant plus difficile pour nous d'y faire face, qu'on ne nous avait pas laissé de déjà prendre des responsabilités dès notre plus jeune âge, prendre nos propres décisions, savoir faire un choix. Toutes ces choses-là, ce sont des dimensions qui représentent pour nous une dimension handicapante. Et je passe la crainte de toute autorité, tout ce qui représente une autorité, c'était quelque part quelque chose qu'on devait craindre. Aussi bien l'autorité de l'Église, l'autorité des enseignants, l'autorité des parents, des plus âgés. Tout cela, c'était quelque chose, des choses qu'on devait craindre, en tout cas qu'on ne devait pas opposer notre opinion, même de façon assertive. On n'avait pas ce droit-là. Et je pense que ça, si on est honnête avec nous-mêmes,
notre culture favorise le manque du droit à l'expression, de la proximité finalement entre les jeunes et finalement entre les peuples, parce que ça se généralise par après. Alors, au niveau de la cohabitation, on est face à un problème profond. Je pense que l'ambassadeur vient d'en parler suffisamment. Un problème de division. On a un peuple avec 3 ethnies, dont 2 ethnies qui sont profondément divisées, qui ont une lecture de l'histoire qui est tout à fait différente les uns des autres. Si un Tutsi qui se réclame comme tel et qui est dans la vision, je dirais Tutsi, en tout cas dans les lectures, on peut s'en rendre compte, les livres écrits par des scientifiques Tutsi ou des scientifiques Hutu, il est très rare de trouver une histoire commune. Et ça, bon, il y aura une intervention d'historien. J'espère que, enfin, personnellement, je poserai la question. C'était un plaisir de découvrir qu'il y aura un historien. Et cela est très difficile pour nous, en tout cas pour les jeunes, de se dire que demain, on va avoir une seule et même nation, alors qu'aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, on ne peut pas avoir un sentiment d'appartenance à une seule nation qui a comme ethnie les Batwa, les Bahutu et les Batutsi, mais qui, dans leur diversité, constituent une unité nationale. Cela est aggravé par des obstacles qui pérennisent cette division, notamment le problème de réfugiés. Je pense que depuis les années 50, il y a toujours eu des réfugiés rwandais, de différentes ethnies bien sûr, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des centaines, enfin, en tout cas plus d'une centaine de milliers de réfugiés rwandais, et on n'a pas l'impression que le problème va être solutionné d'ici bien. Des campagnes de stigmatisation qui se font autour d'une ethnie ou d'une autre, là je pense notamment à l'accusation collective dont est victime les Hutus comme étant un peuple génocidaire. Ce n'est pas aussi clairement dit, mais lorsqu'on identifie les coupables du génocide comme étant des Hutus, il est très rare de voir qu'on fait la part des choses, de dire il y a des coupables qui certainement, enfin je parle du génocide de 94, qui pour la plupart sont de l'ethnie Hutu, mais il faut bien préciser que le fait d'être Hutu ne fait pas d'eux des coupables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau des jeunes, maintenant ça commence à évoluer, mais il y a quelques années, quand je suis arrivé en Belgique en 99, il était très difficile de dire à quelqu'un « moi je suis Hutu et je l'assume ». Parce que dès que tu le disais, c'était « ah oui, vous avez participé au génocide, etc. » Enfin, on a vu même un premier ministre qui disait « oui, j'ai vu des enfants découper des enfants parce qu'ils étaient Hutus, les autres étaient Tutsis ». C'était un premier ministre belge, il a dit pendant le procès de Mouéhaga, je pense que ceux qui y étaient s'en souviennent, ou alors le ministre des Affaires étrangères français, Bernard Kouchner. Je pense qu'à travers ces discours, on peut retrouver cette stigmatisation continuelle et qui fait qu'il est très difficile de faire un pas vers la réconciliation dans ce genre de conditions, étant donné les campagnes de communication facilitées par les moyens actuels. Alors, il y a aussi les alliances entre Rwandais et étrangers pour combattre encore les Rwandais. Là, on peut parler de ce qui se passe au Congo actuellement. Il est très difficile de se dire qu'on fait partie d'une seule et même nation, alors qu'on s'allie aux étrangers pour combattre nos frères rwandais. Enfin, je ne vais pas en détail pour ne pas dépasser le temps. La justice sélective partielle et partiale, ça j'y reviendrai plus tard. Et puis le favoritisme au pays. Il y a comme une restriction et un contrôle d'ascension sociale où l'exemple que je peux donner, c'est la suppression des bourses universitaires qui, en fait, de fait, écarte les Hutus des moyens d'accéder à
aux études universitaires. Or, les études universitaires, aujourd'hui, en tout cas, c'est quasi le seul moyen d'espérer une ascension sociale. Et pour aller un peu en détail, enfin, pour être plus clair, il faut savoir que quand les bourses de tous les jeunes sont coupées, les jeunes universitaires, il y a à côté des organismes qui financent les rescapés du génocide. Et selon la loi rwandaise, ces rescapés, étant un génocide Tutsi, ce sont des rescapés Tutsi, bien entendu. Et donc les Hutus sont écartés malgré que il y ait des Hutus sont écartés malgré qu'il y ait des familles entières de Hutus qui ont été décimées au même moment que le génocide de 1994. Il y a également les lois qui restreignent la liberté d'expression, ce qui fait que le fait de ne pas parler de ces difficultés qui sont réelles au Rwanda, je pense que récemment il y a eu des étudiants, enfin des élèves du secondaire qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont eu des disputes et ont lâché pendant la dispute le fait que les Tutsis étaient financés et qu'eux, ils n'étaient pas financés par les organismes tels que le FARG le font pour les rescapés du génocide des Tutsis. Et donc, selon la loi sur le divisionnisme et l'idéologie du génocide, ils ont été arrêtés. Je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, donc je n'irai pas plus loin que ça, mais il y a des exemples qu'on peut retrouver dans la presse rwandaise. Je passe au problème politique que je ne vais pas aller en détail, mais je vais parler surtout encore une fois de la division. Les divisions entre les leaders politiques rwandais, c'est quelque chose qui est devenu chronique finalement. Pendant que l'ambassadeur était en train de parler, il a parlé de l'épisode de 67, de 73, mais également de la venue des partis politiques. Et ça, je m'en souviens très bien parce que bon, j'étais à un âge quand même de comprendre certaines choses, mais on sait très bien comment, par exemple, l'OMDR de 92-93 s'est divisé, le PL s'est arrivé également, et aujourd'hui le FPR également, et les FDU. Il y a comme un problème chronique chez les leaders rwandais qui fait qu'on a toujours des divisions. Il y a un manque de cohésion au niveau politique, et ça ne favorise pas un avenir, qu'on va dire, un avenir national plus paisible. Parce que ces divisions qui partent des leaders politiques, ça se répercute également au niveau des jeunes. Ça, il faut s'en rendre compte. Il n'y a pas un mur qui écarte ces divisions, ça se répercute. Bien sûr, on y travaille pour ne pas hériter de cela, mais ça fait partie malheureusement de l'héritage. Donc, il faut en être conscient. Je n'irai pas en détail pour parler des divisions au niveau des associations ou des acteurs de la société civile, mais on peut également retrouver quelques exemples dans ce monde-là. Alors, au niveau de l'économie, le pays reste quand même dépendant économiquement, même si il y a quelques années, on a observé une croissance du produit intérieur brut entre 6 et 10%, mais on est toujours sous perfusion des aides extérieures, notamment au niveau du budget, où plus de 50% du budget de l'État vient de l'aide extérieure. Il y a également le pillage international, donc je parle des mines du Congo. C'est une source économique importante pour le pays, même si la comptabilité nationale ne permet pas d'avoir des chiffres exacts, mais des recherches poussées peuvent donner des chiffres. Mais on peut partir des rapports, par exemple le rapport des experts sur l'exploitation illégale des mines du Congo, des ressources du Congo. On voit que le Rwanda fait partie des plus grands voleurs, on va dire, pilleurs de ce pays. Et ça constitue non seulement un manque d'autonomie. On devrait pouvoir s'organiser pour que le Rwanda puisse subvenir à ses propres besoins sans commettre des crimes de pillage et j'en passe. Ça constitue également
un défi, plutôt moi j'ai appelé le mot m'échappe, mais c'est un obstacle à des relations plus paisibles avec nos voisins, et c'est quelque chose que nous allons devoir payer plus tard, parce qu'on est en train de créer un manque, enfin un ressentiment au niveau du peuple congolais. Et cela vous permet aussi de passer directement aux relations internationales qui sont de plus en plus belliqueuses. Je parle de la guerre au Congo, mais également des affrontements qu'il y a eu entre la paix, à l'époque je pense que ça s'appelait encore l'armée patriotique rwandaise, et l'armée de l'Ouganda. Et l'affrontement qui a eu lieu bizarrement au Congo, sans doute parce qu'ils ne s'entendaient pas sur le partage de ce qu'ils volaient, mais ça démontre que que le Rwanda, en tout cas aujourd'hui, a un comportement belliqueux vis-à-vis de nos voisins. Et on peut aller plus loin dans la campagne électorale récente en Ouganda, où on a parlé des militaires rwandais qui auraient intervenu, en tout cas aux côtés des opposants ougandais, et qui auraient tabassé les policiers qui faisaient régner l'ordre en Ouganda. Donc, c'est un point d'attention particulièrement parce que l'étranger n'oublie pas le peuple congolais aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi la manifestation qui a eu lieu devant l'ambassade du Rwanda, ici en Belgique, où on a parlé, mais avec des termes très insultants et très méprisants, du peuple rwandais, comme étant un peuple qui est en train de massacrer, de violer le peuple congolais. Malheureusement, il est très difficile d'expliquer que le peuple rwandais n'y est pour rien, mais que c'est un groupe qui est criminel, qui est organisé, qui pille le Congo, qui pille également les Rwandais aussi, qui commet ces crimes, et que le peuple rwandais devrait être innocenté de ça. Et la seule manière de le faire, c'est que le peuple rwandais se lève et dise non à ce groupe criminel, et pour montrer aux Congolais qu'effectivement on n'est pas co-responsable, on n'est pas complice de ce groupe criminel. Et donc aujourd'hui, on a comme défi, en tout cas comme défi à gérer, le fait qu'on sera toujours accusé d'avoir pillé, d'avoir volé, d'avoir violé, d'avoir massacré, et voir combien il y a un génocide au Congo chez notre voisin, qui finalement a été un voisin plutôt paisible pendant des années, et avec qui nous avons eu des relations riches, et qui a accueilli pas mal de Rwandais, plus de presque 2 millions à un certain moment. Mais malheureusement, c'est des choses que nous allons être amenés à gérer. Et donc, je me retourne vers les parents qui êtes ici, pour que dans l'échange aussi, vous puissiez nous dire, est-ce que cet héritage-là, vous en êtes conscient, que vous nous laissez, vous nous donnez un héritage rempli de défis gigantesques que vous-même, vous n'avez pas su gérer, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On espère que les années qui viennent, vous allez y arriver, et qu'on va plutôt être dans un Rwanda plus paisible, etc. Nous en parlerons sans doute pendant les échanges. Mais pour terminer, j'aimerais quand même préciser qu'il n'y a pas que le côté négatif. Nous avons aussi une éducation que nous avons reçue de nos parents qui nous rend fiers d'être ce que nous sommes et qui nous aident tous les jours à avancer, et aussi des parents qui sont restés fidèles dans leur responsabilité parentale. Et ça, c'est une richesse énorme que nous allons transmettre à nos enfants. Et aussi, quand même, l'acharnement. Je pense que c'était un peuple acharné, le peuple rwandais, à résister. L'ambassadeur avait parlé de résignation, mais je pense qu'il y a aussi une certaine résistance qu'on peut reconnaître au peuple rwandais, qui n'accepte pas totalement de se soumettre, qui progressivement se libère, mais très doucement, en mon goût, je pense. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci aussi pour cette structure dans votre intervention qui m'a appris encore beaucoup d'éléments et je retiens surtout, et je pense que c'est très important aussi pour nous, les gens qui regardent tout ça de l'extérieur, des pays étrangers, de retenir beaucoup des effets du comportement du régime actuel pour le futur du pays et du peuple. Parce que c'est vrai ce que vous dites, comme les Congolais, moi je voyage beaucoup dans la région, et c'est très difficile même pour le peuple congolais de faire la distinction entre ceux qui ont le pouvoir au Rwanda et le peuple rwandais. Et je pense que c'est un élément très important à retenir et espérons que vos mots seront écoutés aussi ailleurs qu'ici dans cette salle. Merci beaucoup.